Salut à tous. Quelque chose de fondamental vient de changer en mer Noire. Et cela ne s'est pas produit lors d'une seule frappe la nuit dernière. Cela s'est produit au cours des 86 dernières heures. Une séquence d'opérations si précisément coordonnée, si délibérément enchaînée, que lorsque la dernière pièce s'est mise en place ce matin, l'ensemble de la flotte russe de la mer Noire n'était plus vraiment une force navale. C'était une flotte assiégée, piégée à Novorossiysk, incapable de prendre la mer, incapable de ravitailler la Crimée, incapable de tirer des missiles Kalibr depuis des positions sûres, incapable de faire autre chose que de rester au port et de regarder l'Ukraine dominer une mer que la Russie a dépensé des milliards pour contrôler. Le Moskva repose au fond de l'eau. Le sous-marin Rostov sur le Don repose au fond de l'eau. Les navires de débarquement reposent au fond de l'eau. Le port de Sébastopol brûle. Le terminal de carburant est hors service. La cale sèche ne peut pas fonctionner. Et ce matin, des drones navals ukrainiens Magura patrouillent dans l'ouest de la mer Noire en nombre suffisant pour faire de toute tentative russe de sortie depuis Novorossiysk. Une décision que les commandants de la flotte russe ne sont pas prêts à prendre. La flotte russe de la mer Noire existe encore sur le papier. Sur le papier, elle possède des frégates, des patrouilleurs, des navires de soutien et un quartier général à Novorossiysk qui produit des ordres, des rapports et des briefings pour l'état-major général à Moscou. Sur le papier, c'est une force navale fonctionnelle. Sur l'eau, c'est une flotte qui ne peut pas bouger sans risquer de mourir. Voilà ce que signifie être piégé. Pas détruit, pas vaincu lors d'une seule bataille. Piégé. Rendu opérationnellement insignifiant par le poids cumulé de 4 années de frappes ukrainiennes qui ont fermé toutes les options, bloqué toutes les routes et transformé la mer Noire, autrefois domaine opérationnel russe, en une zone maritime létale où l'Ukraine détient l'avantage. Et la Crimée, cette péninsule qui dépend de la flotte de la mer Noire pour son ravitaillement, sa couverture de défense aérienne et l'assurance psychologique que la Russie contrôle les eaux qui l'entourent, commence déjà à ressentir les conséquences de ce piège qui se referme. Sur le papier, tout paraît encore magnifique. Malheureusement, pour le papier, la mer Noire est faite d'eau. La flotte de la mer Noire était censée être quelque chose de très différent de ce qu'elle est devenue. La distance entre ces deux réalités mesure ce que l'Ukraine a accompli. La flotte russe de la mer Noire est l'une des 4 flottes opérationnelles de la marine russe. Son quartier général se trouve à Sébastopol, ou du moins s'y trouvait jusqu'à ce que les frappes ukrainiennes sur les infrastructures portuaires obligent le commandement opérationnel à transférer certaines fonctions à Novorossiysk sur le territoire continental russe. Sa zone de responsabilité couvre la mer Noire, la mer d'Azov et les accès au détroit turc. En temps de paix, sa mission consistait à assurer une présence, une capacité de dissuasion et la projection de la puissance navale russe dans une région que Moscou considère comme une sphère d'influence stratégique depuis l'époque de Catherine la Grande. Une sphère d'influence est toujours impressionnante jusqu'au moment où quelqu'un commence à en mesurer le diamètre. Sa mission de guerre, attribuée le 24 février 2022, comportait 3 volets. Premièrement, soutenir l'assaut amphibie contre Odessa, qui devait achever l'encerclement du sud de l'Ukraine et couper le pays de la mer. Deuxièmement, mener des frappes de missiles de croisière Kalibr contre les infrastructures militaires ukrainiennes, les centres de commandement, et à mesure que la guerre s'installait dans une phase d'attrition éprouvante, contre les infrastructures civiles d'électricité et de chauffage. Troisièmement, maintenir le contrôle des voies maritimes autour de la Crimée afin de garantir que la péninsule puisse être ravitaillée et renforcée indéfiniment. La flotte russe de la mer Noire a échoué dans ces 3 missions. L'assaut amphibie contre Odessa n'a jamais eu lieu. La menace représentée par la défense côtière ukrainienne et la perte du Moskva ont modifié les calculs si rapidement que les navires de débarquement russes se sont retirés et ne sont jamais revenus dans les eaux côtières ukrainiennes avec une posture offensive. La mission de frappe avec des Kalibr s'est poursuivie, mais avec une intensité décroissante à mesure que les bâtiments de surface étaient repoussés hors de l'ouest de la mer Noire et que le sous-marin était coulé. Et la mission de contrôle maritime, la plus fondamentale des 3, a été progressivement affaiblie
par chaque frappe, chaque naufrage et chaque déplacement d'éléments de la flotte réalisé par l'Ukraine au cours de 4 années. 3 missions, 3 déceptions, même la bureaucratie atteint rarement une telle symétrie. Ce qui reste à Novorossiysk est une flotte sans mission qu'elle puisse réellement exécuter. Les frégates disposent de missiles Kalibr, mais leur utilisation exige de naviguer dans des eaux où opèrent les drones Magura et où attendent les missiles Neptune. Les patrouilleurs disposent de canons et de capteurs, mais les déployer les expose à la même menace qui a déjà coulé des bâtiments plus puissants. Les navires de soutien disposent de carburant et de pièces de rechange, mais les livrets en Crimée exigent de traverser une mer que l'Ukraine contrôle maintenant de fait grâce à sa domination par les drones et les missiles. La Russie a construit cette flotte pendant des décennies, elle l'a déployée avec confiance en février 2022. Et l'Ukraine a passé 4 ans à lui retirer méthodiquement tout ce qui faisait sa capacité opérationnelle jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une flotte incapable de se servir elle-même. C'est une collection coûteuse de capacités avec un détail gênant. Leur utilisation est devenue la partie dangereuse. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre ce qui se passe en Crimée cette semaine. La flotte qui devait maintenir la péninsule reliée à la Russie est piégée et la péninsule commence à en montrer les effets. Le piège ne s'est pas refermé en une seule nuit. Il s'est refermé à travers 4 opérations exécutées sur une période de 86 heures qui, ensemble, constituent la séquence de frappe navale et logistique la plus lourde aux conséquences de cette guerre. L'ordre des opérations compte autant que chacune d'entre elles. Opération 1, port de Sébastopol, 25 juillet, frappe coordonnée de l'Ukraine contre le port de Sébastopol. 14 drones navals Magura, 12 drones d'attaque aériens, suppression des batteries, S-400 par des attaques MS, destruction du terminal de carburant, dommages à la cale sèche flottante et coupure de l'alimentation électrique des infrastructures de réparation. La conséquence opérationnelle immédiate a été que les bâtiments de la flotte russe de la mer Noire amarrés à Sébastopol se sont dispersés en pleine mer. Ils ont quitté le port sans installation de réparation fonctionnelle derrière eux, sans ravitaillement assuré en carburant et sans la couverture de défense aérienne fournie jusque-là par les batteries S-400. Ils se sont déplacés vers la mer Noire ouverte, exactement là où l'Ukraine voulait les voir. Quitter un refuge endommagé pour une mer remplie de drones n'est pas vraiment un plan d'évacuation, c'est plutôt un menu de mauvaises options. Une flotte en mer est plus difficile à frapper qu'une flotte au port, mais une flotte en mer sans port d'attache fonctionnel est une flotte qui ne peut pas se maintenir. L'Ukraine n'avait pas besoin de couler immédiatement ces bâtiments. Elle avait besoin de les faire sortir de leur poste d'amarrage protégé et de les obliger à opérer dans un environnement maritime où les drones Magura et les missiles Neptune pourraient les engager selon les conditions de l'Ukraine. Opération 2, sous-marin, Rostov-sur-le-Don, 28 juillet. Alors que la flotte de surface était dispersée et opérait avec prudence, l'Ukraine a exécuté l'opération anti-sous-marine qui a coulé le Rostov-sur-le-Don dans l'ouest de la mer Noire. Le moment avait été choisi délibérément. Les commandants de la flotte russe, déjà occupés à gérer les conséquences de la frappe contre le port de Sébastopol, devaient simultanément absorber la perte de leurs sous-marins. Cet élément fournissait la seule forme de capacité offensive que les drones de surface et les drones aériens ukrainiens ne pouvaient pas directement menacer. 2 éléments essentiels perdus en 72 heures, l'infrastructure portuaire et le sous-marin. La base fixe et la menace mobile sous-marine. La situation opérationnelle russe en mer Noire se dégradait plus rapidement que sa structure de commandement ne pouvait s'adapter. Lorsque le garage et le véhicule deviennent tous les deux un problème en même temps, le calendrier d'entretien commence à prendre une dimension plutôt philosophique. Opération 3, train de carburant vers la Crimée. Le 27 juillet, parallèlement aux opérations navales, l'Ukraine a frappé la principale voie ferroviaire d'approvisionnement en carburant de la Crimée, 17 wagons-citernes détruits. Le corridor Kerch-Simferopol, fermé pour une période estimée de 10 à 14 jours. L'Ukraine a frappé la route d'approvisionnement terrestre et la route maritime à moins de 48 heures d'intervalle.
fermant simultanément les deux solutions de rechange afin que la Russie ne puisse pas compenser la perte de l'une en augmentant la capacité de l'autre. Lorsque le train de carburant a brûlé, les responsables logistiques russes ont examiné les solutions maritimes et les ont trouvées menacées par les mêmes drones qui venaient de chasser la flotte de Sébastopol. Il n'y avait pas de troisième option. La logistique est généralement invisible jusqu'au moment où toutes les solutions de rechange disparaissent poliment en même temps. Opération 4, déploiement des patrouilles Magura, 29 juillet, la dernière pièce du piège. L'Ukraine a déployé une présence durable de drones navals Magura en patrouille dans l'ouest de la mer Noire. Il ne s'agit pas d'une opération de frappe visant un navire ou une installation précise, mais d'une posture de patrouille permanente couvrant les principales routes d'approche entre Novorossiysk et la côte criméenne. Tout navire russe tentant de transporter du carburant, des munitions ou des fournitures de Novorossiysk vers la Crimée par voie maritime doit maintenant traverser une zone de patrouille où l'Ukraine a démontré sa capacité à couler des navires de guerre en pleine mer. Les commandants de la flotte russe à Novorossiysk ont pris la décision rationnelle sur le plan opérationnel, ne pas prendre la mer. Le risque de perdre d'autres bâtiments que la Russie ne peut pas remplacer dépasse le bénéfice opérationnel d'une tentative de ravitaillement dans les conditions de menace actuelles. C'est à ce moment-là que le piège s'est refermé. Flotte au port, infrastructure portuaire de Sébastopol endommagée, route ferroviaire de carburant hors service, voie maritime d'approche patrouillée par des drones armés. Sous-marins perdus. Aucun ravitaillement n'atteignant la Crimée depuis quelques directions, que ce soit à un volume proche de celui dont la garnison a besoin. La manœuvre navale la plus sûre était devenue de rester attaché au quai, ce qui constitue une définition assez particulière de la puissance maritime. La Russie n'a pas réussi à empêcher ce piège de se refermer pour une raison qui dépasse chaque échec défensif individuel lors de chaque opération. La Russie a échoué parce que elle se défendait contre les opérations ukrainiennes de manière séquentielle alors que l'Ukraine les planifiait simultanément. Chaque réaction défensive russe était rationnelle, prise isolément. Renforcement de la défense aérienne du port de Sébastopol après les frappes précédentes, augmentation du rythme des patrouilles anti-sous-marines pour le Rostov-sur-le-Don, ajout d'une couverture de guerre électronique le long du corridor ferroviaire de carburant, positionnement de bâtiments d'interception contre les voies d'approche des Magura. Chaque réaction répondait à une vulnérabilité précise mise en évidence par une opération ukrainienne antérieure. Mais la Russie réagissait à chaque frappe comme à un événement distinct, alors que l'Ukraine les exécutait comme une seule campagne coordonnée. Au moment où la Russie renforçait sa réponse à la frappe contre le port de Sébastopol, le sous-marin était déjà traqué. Au moment où la Russie absorbait la perte du sous-marin, le train de carburant brûlait déjà, au moment où les responsables logistiques russes tentaient de rediriger le ravitaillement de la Crimée vers des solutions maritimes. Le déploiement des patrouilles Magura était déjà en train de fermer cette route. Il est difficile de gagner aux échecs lorsque chaque mouvement répond à la position de la veille. L'architecture de commandement et de contrôle russe dans le théâtre de la mer Noire, déjà mise sous pression par 4 années d'attrition, de perte d'équipement et de déplacement des fonctions du quartier général de Sébastopol vers Novorossiysk, n'a pas pu traiter assez rapidement 4 crises simultanées dans les domaines navals, sous-marins, logistiques et des patrouilles pour organiser une réponse coordonnée efficace à l'une d'entre elles. C'est un problème de rythme opérationnel. L'Ukraine a imposé le rythme opérationnel des 4-26 dernières heures, la Russie y a réagi, et dans la guerre moderne, le camp qui impose le rythme et force l'autre à réagir en permanence remporte presque toujours l'engagement. Parce qu'une prise de décision réactive est toujours plus lente que l'initiative. Et une prise de décision plus lente dans une situation qui évolue rapidement signifie que la situation est toujours pire au moment où la réponse arrive qu'elle ne l'était lorsque cette réponse a été conçue. Une réponse parfaite livrée avec une crise de retard n'est plus qu'un souvenir superbement préparé. L'Ukraine a appris cette leçon et l'a appliquée avec une sophistication croissante tout au long de la guerre.
La Russie n'a pas trouvé de réponse parce que cette réponse exige un système intégré de commandement et de contrôle en temps réel qui relie chaque domaine dans une seule architecture cohérente. La Russie ne dispose pas de cette architecture dans le théâtre de la mer Noire. L'Ukraine exploite cette faille sans relâche et les 86 dernières heures représentent l'exploitation la plus lourde de conséquences de cette faille en 4 années de combat. La Crimée ressent déjà les effets du piège. Les façons précises et concrètes dont une garnison militaire de 3000 hommes subit les conséquences d'une flotte piégée et de routes d'approvisionnement coupées simultanément sont déjà visibles. Le rationnement du carburant a commencé dans les 48 heures suivant la frappe ferroviaire. Le renseignement ukrainien d'origine électromagnétique a intercepté des communications indiquant que les priorités d'allocation du carburant ont été révisées dans l'ensemble de la garnison. Les batteries de défense aérienne, notamment les unités S-400 et Pansir, reçoivent la priorité pour le carburant. Les moyens aériens basés à Saki et Belbek ont été placés sous un rythme opérationnel réduit, avec 40% de sorties en moins par rapport à leur niveau d'avant la frappe. Les unités blindées et mécanisées ont reçu l'ordre de réduire au minimum les déplacements de véhicules et d'effectuer les opérations d'entretien sur place plutôt que de mener les exercices réguliers de mobilité qui maintiennent les compétences des équipages et la disponibilité des équipements. Une garnison qui ne fait pas déplacer ses blindés et ne fait pas voler ses avions est une garnison qui économise, pas une garnison qui opère. L'économie est le comportement d'une force qui sait que sa situation d'approvisionnement est précaire. Lorsque les chars deviennent des objets décoratifs et que les avions passent plus de temps à admirer la piste, l'économie prend une silhouette très visible. Le ravitaillement en munitions constitue le deuxième point de pression. Le corridor ferroviaire de Kerch ne transporte pas seulement du carburant, il transporte des obus d'artillerie, des composants de missiles, des pièces de rechange, de la nourriture et toutes les autres catégories de fournitures militaires dont une garnison de cette taille a besoin de manière continue. Le corridor étant fermé pour des réparations de la voie et la solution maritime étant patrouillée par des drones Magura, le ravitaillement en munitions s'est réduit à ce qui peut être transporté par camion sur le pont routier de Kerch, une route dont la capacité est nettement inférieure à celle du chemin de fer et qui est soumise à des restrictions de poids empêchant le déplacement de véhicules militaires lourds. Les unités d'artillerie en Crimée accumulent un déficit d'obus qu'il faudra des semaines à combler même après la réparation de la voie ferrée. Les unités de défense aérienne puisent dans leur stock de missiles sans disposer d'un ravitaillement fiable. La garnison consomme ses réserves à un rythme que ses dispositifs d'approvisionnement actuels ne peuvent pas soutenir. Les réserves sont rassurantes jusqu'au moment où le mot « réserve » commence à vouloir dire la dernière boîte sur l'étagère. Le troisième point de pression est la confiance opérationnelle. Une force militaire dont la situation d'approvisionnement se détériore visiblement, dont la flotte est piégée dans un port étranger et dont le sous-marin a été coulé par une arme dont elle ignorait l'existence prend des décisions différentes sous le feu d'une force qui croit être en train de gagner. Les commandants russes en Crimée gèrent une garnison qui a vu ses routes d'approvisionnement se fermer, sa protection navale disparaître et sa liberté opérationnelle se réduire. Cela a des conséquences sur l'agressivité avec laquelle les unités répondent à la pression ukrainienne et sur la fiabilité avec laquelle elles maintiennent leur position défensive dans une péninsule qui commence de plus en plus à ressembler à un siège. Une armée qui s'inquiète de son carburant est une armée qui s'inquiète aussi de tout le reste. La confiance est une magnifique ressource stratégique, mais elle ne peut malheureusement pas être versée dans un réservoir de carburant. Ce que l'Ukraine a accompli au cours des 4-26 dernières heures constitue l'aboutissement d'une campagne qui a commencé dès le début de l'invasion à grande échelle et qui progresse vers exactement ce résultat avec une patience et une clarté stratégique que la Russie a constamment sous-estimé. La campagne a toujours eu un seul objectif stratégique, rendre la Crimée impossible à maintenir comme bastion militaire russe en coupant chaque route d'approvisionnement qui la relie au réseau logistique de la Russie continentale, pas en la reprenant par la force.
L'Ukraine ne dispose ni des forces terrestres, ni de la capacité amphibie nécessaire à un assaut direct contre une péninsule fortifiée, mais elle peut procéder par interdiction progressive en coupant chaque voie d'approvisionnement l'une après l'autre, jusqu'à ce que la garnison soit isolée, sous-approvisionnée et incapable de fonctionner comme une force militaire crédible. Le pont de Kertch a été la première voie dégradée. Camions piégés, frappes de drones, attaques de missiles Neptune, chaque action réduisant la capacité logistique militaire du pont jusqu'à ce que la Russie limite le passage des véhicules lourds. Le pipeline maritime de carburant a été la deuxième voie dégradée. Des frappes de drones sous-marins ont réduit son débit et obligé la Russie à dépendre davantage des livraisons de surface. Les voies maritimes de la mer Noire ont été la troisième route contestée. La destruction progressive de la flotte russe de la mer Noire, du Moskva au navire de débarquement, puis au Rostov-sur-le-Don, et le corridor ferroviaire de Kertch constitue maintenant la quatrième voie frappée. La dernière grande artère d'approvisionnement à fort volume vers la Crimée, chaque route a été traitée successivement, chacune selon son importance militaire. Chaque frappe a créé les conditions nécessaires à la suivante. Ce n'est pas de l'improvisation, c'est de la patience stratégique appliquée à l'échelle opérationnelle. Le genre de planification de campagne à long terme qui gagne les guerres non pas dans des batailles spectaculaires mais par l'élimination lente, méthodique et persistante de la capacité de l'adversaire à se maintenir. La stratégie peut être terriblement impolie, elle a l'habitude d'arriver discrètement et de présenter la facture des années plus tard. Le drone naval Magura, maintenant fabriqué à grande échelle avec le soutien industriel américain, est le fil conducteur qui relie les 4 opérations. Il a chassé la flotte de Sébastopol, il a contribué à piéger la flotte à Novorossiysk, il patrouille les routes maritimes de ravitaillement, il donne à l'Ukraine la présence maritime permanente qui transforme la mer Noire, autrefois domaine opérationnel russe, en une zone létale contestée. L'Ukraine n'a pas construit une marine, l'Ukraine a construit l'arme qui a rendu une marine inutile, et elle produit cette arme plus rapidement que la Russie ne peut remplacer ce qu'elle perd. Il y a une certaine ironie à passer des décennies à construire des navires pour découvrir ensuite que l'adversaire gênant a préféré fabriquer la raison pour laquelle ils ne peuvent plus naviguer. L'évaluation stratégique la plus importante dépasse l'Ukraine et la Russie et touche à quelque chose de fondamental concernant l'avenir de la guerre. Ce que l'Ukraine a démontré au cours des 86 dernières heures, c'est qu'il est possible de piéger une flotte sans disposer soi-même d'une flotte. Il est possible d'isoler une péninsule sans avoir une armée assez grande pour l'encercler par voie terrestre. Il est possible d'obtenir une domination maritime sans un seul navire de guerre conventionnel. Il est possible d'exécuter une opération coordonnée dans 4 domaines. Frappe navale, guerre anti-sous-marine, interdiction logistique, patrouille permanente. Sans l'infrastructure institutionnelle que la doctrine militaire a toujours présentée comme indispensable à ces missions, il faut du renseignement. Il faut des systèmes autonomes. Il faut la créativité technique nécessaire pour développer des solutions conçues spécialement pour des problèmes précis. Et il faut la patience opérationnelle nécessaire pour mener une campagne pendant 4 ans sans perdre de vue l'objectif stratégique. L'Ukraine possède toutes ces choses. La Russie possède davantage d'éléments conventionnels. Plus de navires, plus de soldats, plus d'artillerie, plus de missiles. Et l'Ukraine a constamment opposé à la masse conventionnelle russe une combinaison non conventionnelle de renseignement et de précision. La quantité reste un excellent argument, à condition que le champ de bataille accepte de compter de la même manière. Les conséquences pour la façon dont l'organisation du traité de l'Atlantique Nord planifie sa propre défense sont importantes et inconfortables. Toute doctrine de l'OTAN qui supposait que la domination navale exigeait de grands bâtiments de surface coûteux avec équipage doit être réexaminée à la lumière de ce que l'Ukraine a accompli avec les drones Magura et les missiles Neptune. Toute hypothèse selon laquelle une grande flotte était nécessaire pour contester une mer doit être confrontée à la réalité selon laquelle un petit pays sans marine conventionnelle a effectivement empêché la Russie d'utiliser opérationnellement la mer Noire pendant 4 ans,
La théorie de Poutine, selon laquelle la masse militaire conventionnelle russe finirait par submerger la résistance ukrainienne, a été mise à l'épreuve de la manière la plus sévère, non pas sur le front terrestre, où la Russie continue d'avancer lentement à un coup terrible, mais en mer, où l'Ukraine a démontré que la masse n'est pas la variable décisive lorsque le renseignement et les systèmes autonomes sont employés, avec suffisamment de créativité et de persistance. La masse peut être imposante, mais l'océan n'a jamais été particulièrement impressionné par PowerPoint. Le piège qui s'est refermé en mer Noire au cours des 4-26 dernières heures n'est pas seulement une réussite militaire. C'est une preuve de concept pour une nouvelle manière de faire la guerre. Et la Russie, pays doté du deuxième plus important budget militaire au monde et de décennies de doctrine militaire conventionnelle, n'a pas de réponse. Il y a 4 ans, la flotte russe de la mer Noire est entrée dans les eaux ukrainiennes avec la confiance d'une force militaire qui n'avait jamais été sérieusement mise à l'épreuve par un adversaire compétent. Elle avait tout. Un navire amiral, des navires de débarquement, un sous-marin, un port fonctionnel, des trains de ravitaillement circulant selon l'horaire prévu, une garnison qui se sentait en sécurité parce que la flotte était présente. Ce matin, le navire amiral repose au fond de l'eau, les navires de débarquement reposent au fond de l'eau, le sous-marin repose au fond de l'eau, le port est endommagé, le corridor des trains de ravitaillement est fermé, la flotte est piégée à 450 km de l'endroit où elle doit se trouver. Et la garnison rationne son carburant pendant l'été criméen, pendant que ses commandants déposent des demandes de ravitaillement qui ne peuvent pas être satisfaites. L'inventaire peut encore sembler formidable, à condition de le lire sans demander où se trouve actuellement cet inventaire. La Russie n'a pas perdu tout cela lors d'une seule bataille. Elle l'a perdu de la manière dont toute puissance militaire finit par échouer lorsqu'elle est utilisée sans l'intelligence, la créativité et la capacité d'adaptation opérationnelle qu'exige le champ de bataille moderne. Elle l'a perdu morceau par morceau, frappe après frappe, un élément irremplaçable à la fois, face à un pays qui a combattu de manière plus intelligente plutôt que simplement avec davantage de moyens. Le piège est refermé, pas parce que l'Ukraine a encerclé la flotte russe avec une flotte plus grande, mais parce que l'Ukraine a passé 4 ans à créer les conditions, le renseignement, les drones, les missiles anti-navires, les systèmes anti-sous-marins et les capacités d'interdiction logistique qui ont rendu le piège inévitable. Chaque navire russe envoyé au fond de l'eau a créé les conditions nécessaires à la frappe suivante. Chaque route d'approvisionnement coupée a augmenter la pression sur les routes qui restaient. Chaque ajustement défensif effectué par la Russie en réponse à la dernière attaque l'a laissé exposé à la suivante. Lorsque chaque solution crée les conditions du problème suivant, l'adaptation commence à ressembler à une porte tournante extrêmement coûteuse. Et maintenant, il n'y a plus d'endroit où aller. La flotte ne peut pas prendre la mer. La garnison ne peut pas être ravitaillée. La péninsule que Poutine a qualifiée d'éternel manque de carburant. L'Ukraine ne recule pas. L'Ukraine resserre l'étau. Une opération à la fois, une route d'approvisionnement à la fois, un élément russe irremplaçable à la fois, jusqu'à ce que le piège soit si complet que conserver la Crimée coûte plus cher que ce que la Russie peut payer. Ce moment est plus proche ce matin qu'il ne l'a jamais été. L'éternité, semble-t-il, a des exigences logistiques assez élevées. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.